qu'on a connu avait constitué un moment de visibilité médiatique significative des difficultés du système de santé et de la souffrance des soignants, qui a même fait l'objet au printemps d'une stratégie nationale, c'était la première, donc sur la santé des soignants. On connaît un certain nombre des déterminants de cette souffrance, euh, la fatigue, le stress, l'usure, la charge de travail significative, des difficultés dans l'organisation du travail, une perte de sens liée à la rationalité gestionnaire. On connaît aussi un certain nombre d'incidences qu'a cette souffrance au quotidien en termes de hausse des troubles musculo-squelettiques, de sommeil de moindre qualité, d'arrêt de travail plus significatif, de bifurcation professionnelle croissante, notamment des professionnels paramédicaux. Et on voulait, dans le cadre de cette table ronde, donc, zoomer un petit peu plus sur des initiatives euh, d'ordre plus technologique, relationnel, organisationnel, qui essayent d'y répondre. Et pour commencer, on aura le plaisir d'entendre Valérie Gâteau, qui est philosophe, chercheur associé à la chaire de philosophie à l'hôpital et chef de projet au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, et qui va nous parler d'un atelier d'écriture mensuel qui s'est tenu pendant 2 ans au GHU, 3 ans, qui s'inscrit dans le courant des éthiques narratives, le courant que tu nous présenteras plus amplement, mais qui considère le récit comme essentiel à la constitution, au maintien de notre identité, et un atelier qui proposait un temps théorique et un temps de partage de récits sur lequel tu vas revenir. Je te laisse la parole et tu as 20 minutes. Merci Nicolas. Merci à tous de votre présence et merci aux organisateurs pour cette invitation donc à partager avec vous aujourd'hui l'expérience donc d'accompagnement de la souffrance professionnelle et du burn-out des soignants que nous avons proposé donc depuis 3 ans à la chaire de philosophie en collaboration avec le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Donc comme l'a dit Nicolas, je suis à la fois chercheuse associée à la chaire de philosophie où je suis principalement en charge de ce séminaire et des éthiques, du travail sur les éthiques narratives. Et je suis depuis peu chef de projet dans le cadre du projet que Noémie a présenté. Et donc j'ai la chance aussi de travailler avec Noémie, ce qui est un grand plaisir. Le séminaire dont je vais vous parler, il a lieu depuis 3 ans au GHU. Il est en distanciel, donc il est ouvert beaucoup plus largement. Je dirais qu'il est innovant, au moins au sens minimal de l'inventivité ou le renouvellement de ce qu'on peut proposer. Et notamment, il est innovant dans le sens où il répond à un besoin nouveau, hein, c'est ce que disait Nicolas, ça fait un certain temps maintenant que ce besoin de collectif est de plus en plus criant dans les professions soignantes. Alors, pour comprendre, je crois que je n'ai pas de... Excusez-moi un instant, ça ne déroule pas. Voilà, formidable. Je ne vais pas retourner à celui d'avant. Donc, pour comprendre ce projet, j'aurais souhaité commencer par... oui, c'est bon, voilà. Le constat de départ, vous n'avez pas la diapo, mais je pense que Nicolas l'a rappelé, hein, qui est l'augmentation constante et sans précédent de la souffrance professionnelle dans les professions soignantes. Donc ce constat, on l'a fait au fil d'une recherche que vous pouvez trouver sur le site de la chaire de philosophie qui portait sur la souffrance au travail des professions soignantes. Qui faisait le constat d'une augmentation constante ces dernières années de cette souffrance qui ne s'est malheureusement pas améliorée, voire qui s'est aggravée avec la pandémie, mais cette augmentation, elle se situe quand même avec le tournant gestionnaire à l'hôpital, hein, qui a quand même aggravé les décompensations. Or, la souffrance au travail et le burn-out n'ont rien d'anodin. Dans les circonstances les plus graves, ils peuvent conduire à la dépression ou au suicide. Chez les professionnels de santé, c'est un problème qui est majoré, tout simplement parce qu'ils ont une meilleure connaissance de la toxicologie et des techniques dites efficaces de suicide. Donc, on sait qu'ils ont une plus grande vulnérabilité sur ce plan-là et qu'ils ont malheureusement un taux de suicide abouti plus élevé que la population générale. Et en dehors de ces situations tragiques qui, heureusement, ne sont pas les plus fréquentes, on sait que le burn-out ou la souffrance au travail ont des conséquences pour la santé et des coûts socio-économiques importants puisque ça génère des troubles musculo-squelettiques, des troubles éventuellement cardiovasculaires en lien avec le stress et ça génère de nombreux arrêts de travail.
Et puis enfin, dernier point très spécifique des professions soignantes, parce que ça c'est vrai pour l'ensemble des professions, eh bien ça a des conséquences pour les patients. Donc en termes de santé, ça ne concerne pas que les soignants, mais aussi les patients, puisqu'on sait qu'un professionnel en souffrance est plus à risque de commettre des erreurs. On sait que la souffrance, ça complique la part relationnelle du soin et que les professionnels ont tendance dans ces situations à déshumaniser les patients, à être cyniques. Et tout ça, eh bien, ça m'amène à tout simplement rappeler que le burn-out des soignants, c'est donc un enjeu crucial de santé publique, aussi bien pour les patients que pour les soignants. Et pour intervenir, eh bien, le premier point pour essayer d'y apporter des améliorations, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on souffre autant au travail, qu'est-ce que c'est que cette souffrance. Et cette souffrance, eh bien, elle s'explique d'abord, et c'est ce qu'ont très bien montré les travaux de nombreux sociologues, dont Dominique Méda ou Christian Bodelot, par la centralité du travail dans nos vies. Ça n'a pas toujours été le cas, le travail n'a pas toujours été central dans la vie humaine, mais de plus en plus, en tout cas à l'heure actuelle, on peut dire que le travail a rarement été aussi valorisé qu'il l'est actuellement, qu'il l'est dans les sociétés contemporaines, où on peut dire que les conditions de la réalisation de soi, eh bien, sont largement dépendantes du travail, hein. C'est ce qui fait dire à Christian Bodelot que le travail est un fait social total. Il est à la base de l'économie, il structure le niveau de vie, l'insertion sociale, il distribue les biens et les richesses, il organise les rôles sociaux et il occupe une place tellement centrale dans nos sociétés, eh bien qu'en être exclu a des conséquences sur la vie sociale, familiale, conjugale, mais aussi sur la santé, hein, c'est ce qu'on peut observer avec les inégalités sociales de santé. Et puis enfin, sur un plan peut-être plus existentiel, le travail structure aussi en grande partie le temps humain, puisqu'il organise le temps des études, le temps des loisirs, le temps de la retraite, on en a beaucoup parlé récemment, et plus simplement, il organise aussi le temps de la semaine, hein. Tout ceci, la journée, la semaine, c'est organisé indissociablement en lien avec le temps consacré au travail. Il est donc absolument central dans nos identités sociales. Premier point. Deuxième point qui explique cette souffrance, c'est ce qu'a très bien montré la psychodynamique du travail, c'est que en plus de contribuer à notre identité sociale, le travail contribue à notre identité personnelle. Parce qu'il y a en fait dans le travail, eh bien, une transformation du matériel de travail et en même temps une transformation de la subjectivité du travailleur, puisque travailler, eh bien, c'est s'investir physiquement, mais aussi psychiquement dans la tâche à accomplir qui résiste toujours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le réel résiste, hein, puisque ce que dit la psychodynamique du travail, c'est que face au réel, il faut inventer des astuces, des trouvailles. Eh bien, ça signifie tout simplement qu'il y a toujours un écart entre la tâche telle qu'elle est définie dans la fiche de poste, hein, et ce que l'on doit faire réellement pour réussir à accomplir cette tâche. Alors, l'exemple le plus connu, c'est le menuisier, hein, qui modifie son atelier pour pouvoir à la fois effectuer son travail et puis aménager son outil à ses propres besoins. Mais pensez tout simplement à l'écart entre ce que vous pensiez faire en commençant à travailler et ce que vous faites réellement, c'est-à-dire comment vous habitez votre espace professionnel, les relations que vous avez instaurées avec vos collègues, la façon dont vous réagissez et vous compensez quand l'imprimante ne fonctionne pas, quand la salle ne s'ouvre pas, quand toutes sortes de problèmes apparaissent et qu'il faut en réalité lutter avec le réel pour accomplir en fait votre tâche. Et donc dans cet écart va se déployer tout simplement tout ce que nous investissons de nous dans notre travail pour que ça fonctionne, pour que nous puissions venir à bout de notre tâche telle que nous la concevons. Et donc ça, eh bien cet investissement, il nous mobilise physiquement et psychiquement tout entier dans le travail. D'ailleurs, on rêve parfois de notre travail, hein, ce qui traduit un investissement psychique assez important. Alors, dans ces conditions-là, ce que montre la psychodynamique du travail, c'est que quand les conditions le permettent, chacun peut trouver dans le travail un lieu d'expression de son identité, hein. On l'a tous soit expérimenté, soit observé, combien il est possible dans son travail, eh bien, de s'épanouir, d'y déployer son identité. Mais quand les conditions ne le permettent pas, eh bien, de fait, ça génère de la souffrance qui peut devenir pathogène. Et évidemment, plus une personne aura investi psychiquement et affectivement son travail, plus les répercussions sur son identité seront fortes, d'où la plus grande fragilité des professions soignantes, c'est-à-dire, et plus largement d'ailleurs, des professions vocationnelles, hein, qui justement reposent sur l'engagement moral, personnel, psychique, parfois affectif de chacun, et donc qui peuvent conduire à une souffrance plus importante. Or, ce qu'ont très bien montré aussi les travaux récents en sociologie, en histoire, etc., c'est que les nouvelles organisations du travail abîment l'identité. Alors ces nouvelles organisations, Richard Sennett les expose très bien, hein. Elles concernent, pour caricaturer un peu, je manque un peu de précision, mais elles concernent dans l'ensemble tous les métiers dans toutes les sociétés capitalistes et libérales, hein. C'est-à-dire que ces organisations, elles reposent sur la standardisation du travail, sur l'usage de protocoles rigides au travail, sur une évaluation individualisée des performances
et sur de plus en plus de précarité et ou de flexibilité demandée aux personnes qui travaillent pour s'adapter à des protocoles rigides. Ça concerne pas uniquement les métiers soignants, hein, on peut penser pour chacun à nos tâches de reporting, nos évaluations, le contrôle de nos résultats, etc. Nous sommes tous évalués en permanence et ça, eh bien, ça abîme le collectif de travail hein, dans lequel justement peuvent se transmettre toutes les habiletés, toutes ces trouvailles, tout ce qu'on investit de soi dans son travail dont je parlais précédemment et qu'on peut en fait mettre au service du collectif de travail, sauf si on est empêché de le partager. Alors, dans les métiers soignants, les travaux de Christophe Dejour ou de Frédéric Pierru ont montré les conséquences de ces nouvelles organisations hein, qui, d'abord, érodent le collectif, et donc en créant de la concurrence entre les personnes, entre les services, parfois entre les patients, en supprimant les temps informels de partage qui sont considérés comme du temps perdu, eh bien chacun se trouve plus isolé. Elles ont aussi pour conséquence de briser le temps du soin, puisque le rythme du soin est imposé par une logique extérieure aux besoins des patients et soignants, et donc ça s'accompagne d'une augmentation des tâches administratives, de reporting, etc. Ce qui conduit à avoir un temps restreint, fragmenté, avec un temps pour les pratiques relationnelles du soin qui manque. Et donc, cette scansion contrainte du temps associée à l'érosion du collectif, eh bien, ça affecte l'identité et ça peut conduire au burn-out. Alors pourquoi? Et là j'en viens à ce que disait Nicolas. Eh bien parce que, en tout cas c'est la thèse des éthiques narratives et c'est la thèse particulièrement de Paul Ricoeur, nous sommes des êtres de récit, hein, c'est-à-dire que nous avons besoin de maintenir la cohérence du récit de nous-mêmes qui donne sens à notre vie et qui maintient notre identité au fil du temps et face à l'éparpillement des expériences vécues. C'est ce que dit Ricoeur quand il dit qu'une vie, c'est l'histoire de cette vie en quête de narration, hein, et que se comprendre soi-même, eh bien, c'est être capable de raconter sur soi des histoires intelligibles et acceptables. Mais encore faut-il que ces histoires, elles puissent en fait s'enchevêtrer dans l'histoire des autres et devenir un segment de l'histoire des autres, puisqu'à défaut, eh bien, on souffre si on ne peut pas inscrire sa propre histoire dans un tissu internarratif. Eh bien, ce que dit Ricoeur, c'est que c'est ce qui est déchiré dans la souffrance, hein, ça génère de la souffrance. Et donc, l'idée des éthiques narratives, entre autres, hein, c'est que dans le récit partagé collectivement peut se construire une condition partagée qui transforme la souffrance en une lutte collective et qui lui donne du sens. Hein. Et d'ailleurs, la souffrance au travail, ça n'est pas nouveau. Quand il y a eu les luttes syndicales, les luttes ouvrières, etc., ça traduisait la souffrance au travail, mais c'était transformé en une lutte pour acquérir de nouveaux droits ou pour faire changer les choses. Ce qui est nouveau, en fait, c'est la forme de cette souffrance. C'est une souffrance qui est individuelle, qui est psychique, et donc c'est cette forme-là qui est nouvelle. Et donc l'idée sur laquelle on s'est appuyé, eh bien, en tout cas c'est ce que dit Sennett, ou ce qu'on peut trouver chez Ricoeur aussi, c'est que sans récit partagé, eh bien chacun est renvoyé précisément à une souffrance solitaire ou à un sentiment d'échec personnel. Il me semble que ça fait aussi écho hein, à ce que disait Anna tout à l'heure, c'est que le fait de pouvoir partager avec des personnes qui vivent la même chose, eh bien ça change la situation. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi de proposer un atelier, un séminaire atelier d'écriture, donc pour revenir à un récit collectif, hein, pour recréer un temps collectif de récit. Donc, ce séminaire, il a lieu depuis 3 ans. On a terminé la semaine dernière la dernière séance de la 3e année. Et donc l'idée était d'accompagner la souffrance des soignants avant qu'elle soit décompensée en pathologie. Hein. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout contradictoire avec l'accompagnement psychologique absolument nécessaire des personnes qui sont en burn-out. Là, on se situe plutôt en amont dans l'idée qu'on peut accompagner ces situations avant qu'elles soient décompensées. Et donc, l'objectif était de retrouver ce récit commun, de proposer en quelque sorte une œuvre narrative commune dans laquelle croiser les regards philosophiques, artistiques et soignants sur ces situations. Donc, au fil d'un séminaire qui proposait une séance par mois sur tout le long d'une année universitaire, voire 2, puisque certaines personnes ont fait un cycle de 2 ans, accompagné d'un artiste qui dessine soit les séances, soit le groupe, soit les textes. Et donc, ces séances s'organisent autour d'un temps théorique d'une demi-heure qui mobilise en fait les humanités au sens large, hein, les théories philosophiques, sociologiques, médicales, psychologiques, anthropologiques, etc., pour comprendre la souffrance professionnelle. Et puis, un temps de parole collectif qui dure 1 heure. Alors, c'est un temps de parole sécure, c'est très important. Il faut organiser la parole pour qu'elle puisse être déposée dans des conditions sécures, ce qui signifie que les personnes qui participaient eh bien, avaient la certitude que nous travaillons en indépendance vis-à-vis de la direction, c'est-à-dire qu'on pouvait dire combien de personnes participaient, mais nous ne donnions jamais les noms des participants.
que c'était un temps sans jugement et qui était gardé confidentiel, ce qui explique aussi que ce soit un des rares séminaires de la chaire de philosophie qui n'est pas en ligne. C'était pour permettre justement ce temps d'échange confidentiel. Et donc ce temps était structuré autour des textes qui étaient lus, des textes écrits en amont par les participants qui étaient anonymés et lus tous ensemble et accompagnés d'un récit artistique que je vais vous faire découvrir juste après, donc d'une narration imagée qui avait aussi pour objectif eh bien, de soutenir la créativité et la sensibilité de chacun. Et donc là, je vous ai donné quelques exemples. Donc ça, c'est le premier volume, puisque cet été, on doit travailler à l'édition du deuxième volume du séminaire, qui a été donc publié. Et vous avez 2 exemples de séances avec, par exemple, une séance d'introduction qui portait sur les paradoxes du travail, hein, où les apports théoriques étaient ceux de Tosquel, de Molinier, de Dejour, de la psychothérapie institutionnelle et de la psychodynamique du travail, et où l'exercice d'écriture était écrivez un texte d'une page qui commence par le travail, c'est la santé. Et donc, vous pouvez découvrir comme ça l'ensemble des séances, des thèmes et des exercices d'écriture. Mais pour que ce soit plus parlant, eh bien, je vais vous faire découvrir, voilà, par exemple, un des dessins issus d'un des textes qui a été écrit, hein, où on voit ce récit. Alors évidemment, ça portait sur voilà, c'est des infirmières qui courent de plus en plus entre chaque patient, ce sentiment un peu d'urgence, hein, voilà, les infirmières qui marchent vite pour débuter les traitements de ceux qui sont déjà là, réaliser les bilans nécessaires à la chimio, prévenir le médecin, etc. Donc on voit le récit fait par un soignant et puis cette narration imagée faite par l'artiste. Là, on a un autre exemple avec une séance qui portait sur la vocation ou sur une lettre écrite à soi-même, jeune professionnel. Donc avec ce texte que moi je trouve assez génial. Petit, je voulais être éboueur au président de la République. J'ai fait un compromis, je suis devenu médecin généraliste. Voilà une illustration. Et puis un autre dessin avec un autre texte qui porte plutôt précisément là sur le collectif, hein, sur cette idée que nous avons ce travail d'équipe, nous sommes fiers de ce travail, nous sommes. Hein, le fait de pouvoir travailler ensemble, eh bien, ça donne ce sentiment d'exister. Et donc, c'était, voilà, je trouvais ça intéressant de vous permettre de découvrir un peu plus à quoi ça ressemblait en temps réel. Alors, après 3 ans maintenant de fonctionnement, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce séminaire? Alors d'abord, bien sûr, je rappelle hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est absolument pas un dispositif qui se voit comme une alternative à l'accompagnement psychologique individuel qui est évidemment absolument nécessaire, hein, mais qui se voit plutôt comme quelque chose de complémentaire qui vise à limiter la souffrance avant qu'elle soit décompensée, donc et qui permet peut-être parfois d'être un premier pas. Ce qu'on peut dire, c'est que les participants, alors là, ça porte sur une évaluation à 2 ans, puisque le questionnaire, on ne l'a pas encore adressé aux participants à la 3e année, hein, qui ont fini la semaine dernière, donc on va leur adresser le questionnaire et voir si on a des retours différents. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les participants décrivaient très bien combien ça pouvait en effet constituer un soin. Quand je parle d'un soin, je parle d'un soin au sens du care, hein, de l'attention portée à, et non pas d'un soin au sens du traitement médical. Mais ils ont relativement rapidement identifié le fait que ça constituait justement un care pour soi, pour les autres, l'institution, le groupe, la relation de soins, que ça pouvait donner vie aux histoires. Le dessin, ils ont beaucoup insisté sur l'apport de l'art, sur le caractère contagieux de la créativité et sur l'idée que ça constituait donc un soin pour les soignants, toujours au sens du care. On pouvait dire que 93% des participants estimaient que ça leur avait été bénéfique, 70 considéraient que ça les avait aidés à limiter la souffrance au travail et que 100% le recommanderaient à un collègue. Alors on peut formuler des hypothèses sur qu'est-ce qui explique finalement que ça fonctionne. Il me semble que une des premières spécificités de ce séminaire qui travaille par la philosophie, c'est que la philosophie travaille par l'universel et que donc ça invitait en fait tout simplement à partager le commun de l'expérience humaine et à rappeler, alors là je reprends les mots de Ricoeur, que nous avons tous fait, nous faisons tous ou nous ferons tous un jour ce qu'il appelle l'expérience la plus intime et la plus universelle du souffrir. Et donc, en ce sens-là, il me semblait que ça favorisait, ça sortait de l'attribution individuelle. En fait, le collectif favorise aussi une parole plus ouverte, peut-être que l'approche directement psychologique, dans un contexte où la stigmatisation de la souffrance psychique reste très très importante. C'est-à-dire que ça a été rappelé dans la recherche qu'on a faite, c'est régulièrement rappelé, ça l'a été récemment. Alors, c'est pas de la grande littérature, mais il y a un témoignage d'un médecin généraliste qui a publié très récemment sur le HuffPost, hein, et vous pouvez le trouver en ligne, et qui rappelle combien, en fait, non seulement les soignants sont plus susceptibles de souffrir de dépression et d'anxiété, tout simplement parce qu'ils sont confrontés à la souffrance et à la mort, parce qu'ils peuvent souffrir d'un trouble vicariant, alors même que le tabou sur la santé mentale persiste
de manière très importante chez les soignants, probablement parce qu'ils construisent leur identité professionnelle sur le contrôle de leurs affects et de leurs émotions, hein. Probablement aussi parce qu'il y a une sorte de barrière qui s'instaure, qui est une barrière psychique un peu défensive, qui consiste à une certaine dénégation dans laquelle finalement la maladie est ce qui arrive aux autres, mais qui permet aussi de ne pas se sentir menacé par l'ensemble des troubles dont on a connaissance, hein. Et donc c'est une population dans laquelle eh bien, la discrimination ou l'anxiété, la difficulté à parler des troubles psychiques persiste. Et donc il est tout à fait probable qu'en passant par le collectif et par le recours plutôt à l'universel, eh bien, on offre un lieu de résilience un peu plus facilement mobilisable que d'autres dispositifs par le récit et par le collectif. Et j'espère que ça constitue en tout cas un premier pas éventuel dans lequel on peut prendre la parole, dire ce que l'on vit et faire le pas suivant si on a besoin d'être accompagné individuellement, hein, puisque ça n'est pas le lieu et ça n'est pas l'objectif du séminaire. Alors au total, pour terminer, il me semble que évidemment, là je vous ai présenté les résultats après des questionnaires adressés aux deux groupes, hein. Il y a 37 personnes qui ont répondu sur environ 70. Donc c'est pas des données qui sont généralisables, hein. Elles sont descriptives et elles devront être complétées par des recherches comparatives, etc. Mais elles vont dans le sens, il me semble, des nombreuses recherches qui ont montré, souligné récemment l'intérêt des démarches philosophiques pour limiter la souffrance des soignants, hein. Il y a une publication récente de l'Espace éthique à ce propos qui montre combien, en fait, ça contribue à limiter cette souffrance. Il est probable que c'est en partie parce que toutes ces démarches philosophiques et éthiques se constituent en soutien de l'engagement éthique des soignants et donc non seulement elles rappellent cet engagement qui est ce sur quoi tient le soin, hein, cet engagement éthique maintenu malgré les difficultés, et aussi parce qu'elles permettent de contribuer à penser le sens du soin, c'est-à-dire à traverser le questionnement existentiel qui est probablement tout à fait propre aux professions soignantes ou au fait d'être confronté tout simplement, qu'on soit soignant ou patient, à la question de la souffrance, de la mort, de la difficulté que c'est que de traverser la maladie. Donc c'est un questionnement qui est probablement intrinsèque, mais qui se renouvelle, qui se pense différemment en fonction des situations, en fonction aussi des évolutions des organisations du travail soignant. Et donc, ce qu'on a proposé, nous, eh bien, c'était d'essayer de réinventer des solutions par l'imaginaire, par la narration, par le dessin, tout en réaffirmant le caractère nécessaire du lien et du relationnel pour le soin, puisque c'est une des choses qui fait souffrir le plus les soignants, que ce manque de temps pour le relationnel. Alors, une des questions qui était ouverte par la journée d'aujourd'hui, c'était de savoir si c'était modélisable, c'est-à-dire si des innovations, alors bien sûr, je parle d'innovation sociale, je ne parle pas d'innovation économique, mais si ça pouvait être modélisé. Alors, il est tout à fait probable que ça puisse être mobilisé dans d'autres hôpitaux, puisque c'est un dispositif qui est pour les soignants qui sont déjà extrêmement occupés, extrêmement sollicités, qui est relativement léger, hein, puisque c'est une séance d'1 h 30 en distanciel chaque mois. Donc c'est quelque chose qui est possible pour eux, parce que dès qu'on pense quelque chose d'un peu plus lourd, eh bien, on sollicite quand même des personnes dont le temps de travail est vraiment extrêmement chargé. Donc il faut aussi être sensible et ne pas rajouter des contraintes aux contraintes. Et il semble qu'on ait la chance que ce soit modélisé à partir de septembre. Donc ça se déploie en Belgique, à Charleroi. On est en train de finaliser le projet. On espère que ça va donc continuer à se disséminer comme ça dans d'autres lieux. Il me semble aussi que ça pourrait tout à fait être mobilisé, mais transformé suffisamment pour s'adresser aux autres professions vocationnelles qui ont déjà trouvé en fait le chemin du séminaire, puisqu'on avait aussi des enseignants, des magistrats, des travailleurs sociaux, etc. C'est-à-dire que en réalité, les autres professions vocationnelles qui peuvent souffrir des mêmes choses, eh bien, avaient trouvé le séminaire. Et il me semble qu'au total, eh bien, c'est de l'innovation au sens où en fait les modalités de réponse à ce besoin sont nouvelles, mais finalement la finalité est ancienne, hein, puisque ce travail, eh bien, il s'inscrit dans tous les travaux qui visent à mobiliser l'innovation en vue du développement humain, et donc on n'est pas dans le développement économique, mais dans le développement humain, et qui rappelle, alors là j'ai pris les mots de Sénète, mais c'est pas le seul, hein, et Sénète parle d'un État, moi j'ai transformé en disant qu'on pouvait tout à fait l'appliquer à une institution, donc qui s'inscrit dans tous les travaux, qui rappelle qu'une institution qui n'offre pas aux êtres humains de raisons profondes de veiller les uns sur les autres ne saurait durablement conserver sa légitimité. Et donc, en ce sens, on n'est pas très innovant, mais on s'inscrit dans une longue tradition humaniste. Et je vous remercie. Merci beaucoup Valérie pour ce retour d'expérience qui montre aussi comment est-ce qu'on opérationnalise
finalement les sciences humaines et séminaire, je pense qu'on peut le dire aussi, qui aura vocation à se décliner l'an prochain à destination cette fois-ci des patients dans le cadre de l'expérience de la maladie chronique. Euh, Sans plus de transition, on va passer à une deuxième intervention qui nous parle aussi euh, de façon de répondre à la souffrance des soignants, à la surcharge cognitive et de proposer des formes un peu de régulation émotionnelle avec Nicolas Bassan, qui est cofondateur et directeur scientifique et d'innovation d'Open Mind Technologies. Donc après quelques expériences dans la recherche académique avec des travaux sur la pleine conscience et la créativité, tu as cofondé donc Open Mind, qui est spécialisé dans la prévention et la réhabilitation des compétences psychosociales, donc à l'interface un peu de la prévention et du coping. Et tu vas nous présenter un dispositif que vous déployez notamment en ce moment à destination des professionnels du bloc opératoire. C'est ça, merci Nicolas. Bonjour à tous. Merci de l'invitation, je suis ravi d'être parmi vous. Peut-être pour commencer, quelques mots sur OMind. Donc, c'est une société qui a 6-7 ans aujourd'hui. On a fait plus de 5 ans de R&D. On a notamment commencé en travaillant avec des professionnels qui avaient des enjeux importants en termes de gestion de performance et de gestion du stress, comme des sportifs. Là, vous voyez le logo Red Bull. Donc, on a travaillé avec les gens qui font des sports extrêmes que vous avez déjà sûrement vu dans des vidéos. On a un fort lien avec la recherche puisqu'on a 7 publications en neurosciences. Je vais peut-être un peu plus dans le détail juste après. Aujourd'hui, on est plus de 25 experts avec des personnes qui viennent du monde des neurosciences, de la psychologie et aussi du jeu vidéo. Et puis, on a des coachs et des formateurs certifiés sur nos outils. Et on travaille avec plus de 50 entreprises et des populations spécifiques comme les chirurgiens du bloc opératoire, l'hôpital Paul Brousse, dont je vais vous détailler plus tard ce qu'on fait avec eux. Donc, tout d'abord, quand on parle des compétences psychosociales, c'est important de les définir. Ça peut être un projet qui est un petit peu complexe. Donc, nous, c'est basé sur la définition de l'OMS, qui va le cadrer en 3 grands domaines. Les compétences dites émotionnelles, donc comment je vais réagir dans un environnement, comment je vais arriver à réguler mes émotions. Ensuite, les compétences plutôt dites cognitives, comment je vais anticiper, planifier un objectif, comment je vais prendre des décisions. Et puis enfin, les relations plutôt sociales, donc comment je vais arriver à me connecter aux autres, à partager mes émotions avec l'autre et à coopérer. Donc nous, notre travail, ça va être d'évaluer et d'aller aider les individus à développer ces compétences-là en fonction de leurs besoins, qui sont individuels et ou collectifs. Pour faire cela, on a une méthode, je change de slide, celle-ci c'est la même mais un peu plus jolie. On a une méthode qui est en 4 étapes. La première étape, ça va être une étape d'expérimentation. Donc là, on va plonger les gens soit en réalité virtuelle, soit via des jeux sérieux en ligne, dans différents états. Encore une fois, je vais aller dans le détail pour l'exemple avec Bopa. Là, l'idée, c'est vraiment de s'inspirer de tâches qui vont être faites dans des laboratoires de sciences cognitives pour aller mesurer comment les individus réagissent et puis ensuite générer des données qu'on va se servir dont on va se servir dans l'étape numéro 2, qui est l'étape de la prise de conscience. Ensuite, on a l'étape numéro 3, qui va être l'étape d'entraînement, comment je vais développer ces compétences. Et enfin, l'étape numéro 4, c'est comment je vais ancrer ce que j'ai appris, mon entraînement dans mon quotidien. Sur la méthode, je vais aller beaucoup plus dans le détail ensuite. Mais je voulais faire un premier focus sur les compétences humaines chez les soignants. On a entendu notamment juste avant que c'était une population qui était en souffrance. Donc pour travailler avec les chirurgiens et puis pour venir ici, j'ai voulu regarder les chiffres en fait. Et voilà, je vous propose de les partager. Moi, ce que j'ai vu, c'est notamment grâce à une étude de 2022 sur l'impact du Covid chez les soignants. Des chiffres qui sont très importants. Donc, il y a 56,9% des soignants qui sont en détresse psychologique, 21,2% qui ont des signes de stress post-traumatique. Donc ça, c'est un mois après le Covid. C'était une étude sur plus de 4000 personnes à travers des échelles psychométriques. Ça permet aussi d'avoir une espèce d'idée de quantification. Et au sein de cette étude, vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont aussi donner des pistes d'action.
Et donc, les pistes d'action, ça va notamment être de développer les compétences psychosociales. Donc, ce qui est proposé à travers cette figure, bon, elle est un petit peu peut-être complexe à identifier, mais les trois principaux leviers qui ressortent, c'est tout d'abord de travailler sur la perception du stress chez les soignants, c'est ce qui va avoir le plus d'impact, le soutien social, et puis quelque chose qui définisse comme la pensée positive, c'est-à-dire comment je vais arriver à être plutôt orienté vers la solution d'un problème. En tout cas, c'est ce qui ressort de cette étude-là. Vous pouvez aller, si vous voulez, regarder plus en détail. Je voulais vous partager une seconde étude qui permet aussi de mettre l'accent sur un type de programme dont on va aussi s'inspirer pour aller développer les compétences psychosociales. Là, c'était chez les infirmières. C'était un programme qui était basé sur la compassion. Et donc, on observe une diminution du risque de burn-out, une amélioration de la perception du bien-être, le burn-out, que ce soit personnel ou professionnel. Donc, on observe qu'il y a vraiment des compétences qui vont être pertinentes, soit pour là, les soignants, mais qui peuvent être aussi différentes en fonction d'individus. Et là, on avait comme intérêt le bloc opératoire, donc avec la chaire BOPA, qui est une initiative conjointe entre l'Institut des Mines et puis la PHP. Et ça se passe à l'hôpital Paul Brousse. Donc, ce qu'on a voulu regarder, c'est qu'est-ce qui se passe pour les chirurgiens. Et là, on a de la chance parce que on travaille avec les chirurgiens digestifs et il y a une étude spécifique sur les chirurgiens digestifs en France. Et les chiffres sont également assez importants. On a 30% d'épuisement professionnel et personnel et un risque dépressif supérieur à la population générale chez les chirurgiens. On a 52% des chirurgiens interviewés qui avaient des scores de burn-out élevés, et puis plus de risques pour les jeunes que pour les plus expérimentés. Et là où c'est inquiétant, c'est que évidemment, ces états vont avoir un impact au bloc. Et donc on a 40% des chirurgiens qui disent avoir été témoins d'une complication directement liée au stress du chirurgien, que ce soit de l'anxiété, de la maladresse, de la colère ou de la frustration. Et là où il y a un écart, c'est qu'il y a seulement 15% des chirurgiens qui reconnaissent avoir subi eux-mêmes une complication liée au stress. Donc là, on voit aussi qu'il y a un problème de reconnaissance, d'acceptation. Évidemment, le bloc opératoire, c'est un endroit où l'erreur n'est pas permise, mais le problème, c'est que pour améliorer ça, il faut reconnaître et il faut les regarder. Donc voilà, la première étape pour nous, c'était d'aller voir les chirurgiens, de leur poser ces chiffres-là, pour qu'ils puissent les reconnaître et reconnaître l'intérêt aussi d'aller travailler au développement des compétences psychosociales. C'est une population qui est également très prise par le temps. Donc, je vous ai montré le modèle dont on s'est inspiré pour l'OMS. Il y a un modèle qui est similaire, donc qui a été à la base développé pour et par les anesthésistes, mais qui a aussi été adapté pour les chirurgiens. Il y a 4 grandes compétences qui ressortent, qui sont intéressantes à développer. Il y a la conscience de la situation, la prise de décision, la communication et le travail d'équipe, et enfin quelque chose qui s'appelle comme le leadership. Donc il va plutôt être comment est-ce que le chirurgien finalement va être aussi un modèle au sein du bloc opératoire et qui va arriver à emmener l'équipe. Ce qui est intéressant, c'est que ce modèle-là, on a pu nous le faire correspondre avec le modèle que je vous ai présenté en amont. Et donc on est en train de déployer notre solution chez les chirurgiens. Donc je vais vous expliquer en détail tout de suite en quoi ça consiste. Donc, la première phase de la méthode dont je vous avais parlé, j'expérimente. Donc, c'est une immersion à base de jeux sérieux et modulation par biofeedback. Alors, je vais vous expliquer, c'est assez simple. En fait, on met les personnes en réalité virtuelle et on va leur demander d'atteindre des états différents. Donc, il y a une première phase qui va leur demander d'atteindre un état de calme et de concentration. Un second module qui va leur demander d'être dans un état de charge mentale. Donc là, on s'est inspiré d'une tâche où on va mettre de l'inhibition et de l'attention partagée. Et puis enfin, un dernier état qui est un état de relaxation et d'attention aux stimuli internes. Donc pour accompagner cette réalité virtuelle, on utilise des capteurs qu'on place sur le corps, des petits capteurs qui sont non invasifs, qui vont mesurer les réactivités du système nerveux autonome, qui est une partie du système nerveux qui est en charge de la gestion de l'énergie du corps. Donc quand vous stressez, ce système il s'active.
Quand vous vous relaxez, il s'active aussi, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes branches qui s'activent. Et nous, ce qui nous intéresse chez les chirurgiens, c'est d'aller regarder finalement, est-ce que leur système nerveux réagit bien en fonction des environnements qu'on leur propose. Et puis les capteurs nous permettent aussi de moduler en temps réel ces environnements. Donc par exemple, pour état de calme et de concentration, on va pouvoir leur envoyer en temps réel, est-ce que finalement vous êtes calme et concentré. Pendant l'état de charge mentale et d'inhibition, on va mesurer effectivement s'ils ont un niveau de stress, s'ils arrivent à redescendre. Et puis enfin, l'état de relaxation et d'attention au stimuli interne, on va pouvoir leur porter de manière assez artistique finalement, assez onirique, certaines compétences, certains rythmes biologiques comme la respiration, le rythme cardiaque, ce qui peut être fait dans des programmes de mindfulness par exemple. Donc ça, c'est vraiment la première étape, qui est l'étape d'immersion, où en fait, on va leur donner des messages, mais on va aussi et surtout pouvoir récupérer de la data, récupérer des données sur eux. Et cette donnée, on va pouvoir l'interpréter au niveau individuel et au niveau collectif. Et ça va nous servir pour la phase numéro 2, qui est la phase de prise de conscience. Et là, c'est vraiment la phase clé, où finalement, on va pouvoir aller leur renvoyer les données qu'on a mesurées chez eux, avec notamment à gauche quelque chose qui est assez spécifique de notre solution, qui est d'aller comparer ce que nous on a mesuré à leur propre perception. On leur pose des questions sur leur état, sur comment ils se sentent, par exemple sur la régulation émotionnelle, sur la capacité à se concentrer. Et puis en même temps, on va le mesurer. Et donc, on va pouvoir voir des individus qui se connaissent très bien sur certaines compétences et d'autres qui se connaissent un petit peu moins bien. Là, on voit un exemple d'un individu qui a une très bonne connaissance sur la capacité de focus à gauche. C'est un peu moins le cas sur la capacité de la régulation émotionnelle. Et ça, c'est vraiment une étape qui est clé pour pouvoir mettre les gens en mouvement, pour pouvoir finalement leur donner un sens de responsabilisation de « Ah, mais en fait, j'ai intérêt à être vraiment attentif à cette compétence chez moi. Quand est-ce que je la mets en avant? Comment est-ce que je peux la mettre en avant? Et de quoi ai-je besoin au quotidien ?» Donc là, à droite, vous avez un exemple, c'est pour vous montrer en fait un rapport entier. Donc ça, c'est l'ensemble des données qu'on va aller récupérer et qu'on va pouvoir renvoyer aux individus. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller regarder en fonction de leurs besoins, qu'est-ce qui serait intéressant d'aller développer, sur quelles compétences ils se connaissent plus ou moins bien. La troisième étape, donc c'est l'étape je me développe, où là, on va mettre en place des ateliers entre pairs qui mobilisent de la pédagogie au mind. Donc, c'est utiliser nos données, utiliser des théories en sciences pour finalement les faire discuter, les faire parler entre eux, parce que bien souvent, ils ont déjà eux-mêmes des solutions à pouvoir partager, et nous aussi, on a fait une curation assez importante des méthodes et de ce qui peut se faire en sciences cognitives pour leur donner des recommandations. Donc, les différentes étapes, ici, ça va être d'abord de recueillir des besoins. Ensuite, on travaille les données pour pouvoir faire de la recommandation très personnalisée. Et enfin, on leur propose un parcours de développement personnalisé qui peut être soit en réalité virtuelle, soit accompagné de notre application mobile, comme je vous le montrais. L'idée, c'est vraiment en fait de faire un mix qui soit très équilibré entre la technologie, de l'humain, de l'apport théorique, mais aussi de l'apport entre pairs, parce qu'évidemment, eux-mêmes, ils ont déjà énormément de compétences qui sont plus développées, qui sont très précises par rapport à leur quotidien. Et donc de pouvoir mettre tout ça en valeur et de pouvoir équilibrer ces différentes étapes. Et donc enfin, la partie ancrage des progrès, là, c'est pour qu'ils puissent vraiment passer à l'action dans leur quotidien, parce que bien souvent, on va pouvoir partager ces bonnes pratiques, on va pouvoir s'engager à les mettre en place, c'est pas toujours le cas. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir un petit accompagnant dans la poche qui puisse faire des rappels, et encore une fois, qui puisse mesurer finalement la progression d'un individu tout au long d'un programme qui dure 40 jours. Donc voilà pour ce qu'on est en train de déployer à la PHP au sein de la chaire BOPA. En parallèle de notre intervention au Mind, on travaille aussi, enfin BOPA travaille avec le Max Planck Institute en Allemagne pour aller mesurer les chirurgiens au bloc opératoire. Donc c'est grosso modo sur les mêmes
capteurs que nous, on va utiliser en réalité virtuelle, et d'aller regarder finalement comment ils vont arriver à... Leur système nerveux autonome va gérer le stress, gérer leur énergie. Mais il y a également l'analyse de la voix, l'analyse comportementale, pour pouvoir faire des liens entre nous, ce qu'on aura mesuré en amont dans un protocole assez normé, assez cadré et contrôlé, et finalement ce qui se passe dans le bloc opératoire. Et puis Nicolas également qui participe à cette étude, je ne sais pas si tu voudrais en dire un mot, pour aller avoir une approche plus sociologique des chirurgiens et du bloc opératoire. Voilà, c'était pour vous faire une vue d'ensemble d'un programme qu'on déploie en ce moment à la PHP au sein de l'hôpital Paul Brousse. Merci beaucoup, Nicolas. Je pense que c'était très complémentaire de ce que nous a présenté Valérie sur une approche plus ancrée dans la psychologie cognitive. Juste pour dire que la chaire BOPA, c'est BOPA pour bloc opératoire augmenté, qui est donc une chaire d'innovation rattachée effectivement à la PHP, à l'Université Paris-Saclay et à l'Institut Mines Télécom, qui euh, condense un certain nombre de projets d'innovation en chirurgie viscérale au niveau de la PHP. Il y a un certain nombre de projets de recherche entrepris en sciences humaines aussi en parallèle. Voilà, pour finir, on voulait prendre un point de vue plus organisationnel, dézoomer un petit peu du service pour penser au niveau de l'hôpital ou même d'un groupement d'hôpitaux. Et donc Antoine Burnier, vous êtes directeur des ressources humaines adjoint au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences et vous coordonnez notamment une task force sur l'attractivité et la fidélisation des soignants dans un contexte qu'on a déjà évoqué tout à l'heure avec la fin d'un modèle de salariat, d'ancienneté longue, dans un contexte de féminisation significative, de nouvelles aspirations au temps de travail des professionnels médicaux comme paramédicaux. Et donc vous allez notamment nous présenter deux dispositifs, le projet d'engagement collectif et le compagnonnage que vous avez mis en œuvre. Merci à vous et merci donc de votre accueil pour pouvoir intervenir aujourd'hui. Donc oui, c'est une vision un peu plus méta, mais qui se marie très bien avec notre réalité de DRH aujourd'hui et d'hôpital public, puisque moi, aujourd'hui, plus de 50% de mon temps, c'est d'attirer et de fidéliser des personnels. Alors notamment, là, je vais vous parler un peu plus des infirmiers, puisque le GHU, c'est un hôpital de 5500 agents, avec 1500 infirmiers. Donc c'est la plus grosse profession. Et effectivement, un besoin de recruter et de fidéliser. C'est aussi l'effet Paris, puisque sur les établissements parisiens, on a un taux de turnover, c'est-à-dire des entrées et des sorties, qui sont beaucoup plus importantes. Avec une difficulté majeure, c'est l'image aujourd'hui de l'hôpital public. Et je nous reproche un peu hospitaliers d'entretenir un peu ce climat négatif autour de l'hôpital public, qui fait que derrière on a du mal à recruter. Et c'est-à-dire qu'on scie un peu notre propre branche. Et ça veut dire qu'on ne peut y arriver, on ne va pouvoir recruter notamment des jeunes qu'en montrant que moi je ne reprendrai pas les soignants souffrent. Je dirais certains soignants souffrent. Mais certains soignants font de très belles carrières, certains soignants s'épanouissent dans leur fonction, certains soignants apprennent, progressent, sont reconnus. C'est un peu ça le sujet. Alors je nie pas les difficultés, mais on peut sortir beaucoup de statistiques. On a un baromètre social à l'hôpital. Plus de 70% des agents aujourd'hui dans l'hôpital public où j'exerce sont satisfaits de leurs conditions d'exercice professionnel. Et c'est comme ça aussi qu'on attirera les infirmiers, les ouvriers et les techniciens de demain. Il ne faut pas nier les problèmes, notamment pour les infirmiers. On a un vrai sujet sur un peu ce qu'on appelle une crise des vocations, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins d'infirmiers qui sont formés et on a des taux d'échec qui sont beaucoup plus importants. Donc ça veut dire que c'est aussi à nous de nous bouger et en innovant sur la façon dont on accompagne ces infirmiers. Et on est un peu, je nous compare souvent au métier de la restauration, c'est-à-dire que pendant trop longtemps, on n'a pas réfléchi suffisamment à nos conditions de travail et à un moment, il n'y avait plus de candidats et là on s'est dit, mince, certainement que les politiques qu'on a menées jusqu'à présent d'attractivité, fidélisation, c'était pas les bonnes et il faut changer notre approche
Et ça veut dire aller se réinterroger en profondeur sur ce qu'on fait et sur qu'est-ce qu'on propose aux agents qui doivent intervenir dans un hôpital. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vraiment une démarche qui est hyper collective au niveau de l'établissement et qu'on va pouvoir, pour recruter et fidéliser, devoir agir sur tous les leviers qu'on peut toucher, c'est-à-dire l'enseignement, c'est-à-dire comment on accompagne les jeunes qui arrivent dans les IFSI. On a quand même pas mal d'arrivées, comment on permet et comment on les intègre dans l'hôpital, comment on recrute de manière qualitative, comment on manage, comment on encadre, comment on gère les carrières. Tout ça, c'est des choses, des leviers sur lesquels on agit en même temps, avec un effet situation de crise, puisque je ne vous cache pas que nous, notre établissement perdait pas mal d'infirmiers depuis 2 ans. Depuis qu'on a mis cette cellule d'attractivité en place, voilà, il a fallu 2 ans pour avoir les premiers résultats, mais aujourd'hui, on a un solde qui est neutre, c'est-à-dire autant d'arrivées que de départs, ce qui n'était vraiment pas gagné il y a 2 ans, et ce que pas mal de collègues franciliens nous envient aujourd'hui. Avec, on le disait, des plus et des moins dans ce qu'on peut proposer. Les moins, c'est évidemment une forte concurrence au niveau francilien. C'est un cadre juridique qui existe, qui est celui d'un établissement public de santé, d'un statut de la fonction publique hospitalière, qui a ses avantages, mais qui a aussi ses faiblesses. Mais vous verrez qu'on peut innover. Vous en parliez tout à l'heure, parfois des lourdeurs organisationnelles, c'est-à-dire que pour peindre un mur, il nous faut plus de 6 mois, hein, c'est entre 6 mois et 1 an, donc effectivement ça peut créer des tensions et un peu des impatiences, et ça c'est à nous de nous adapter au quotidien de nos professionnels. On a au sein du GHU Paris plus de 170 structures, ça veut dire des environnements de travail qui sont pas tous les mêmes, des hétérogénéités de pratiques, c'est-à-dire qu'on ne soigne pas aujourd'hui tout à fait pareil dans un arrondissement de Paris plutôt qu'un autre. Et ça, c'est aussi vrai pour l'accueil des professionnels, c'est-à-dire qu'on les accueille plus ou moins bien. La réalité d'aujourd'hui, c'est quand on a été interrogé les jeunes stagiaires infirmiers, c'est on nous appelle machin quand on arrive dans un service le premier jour. Donc voilà, comment derrière on recrute une personne dont on ne connaît pas le prénom. Alors je caricature un peu, mais pas mal d'étudiants le diront. Donc ça veut dire comment concrètement on améliore l'accueil de ces étudiants et comment derrière on les intègre dans nos services. Par contre, des vrais éléments positifs pour recruter et fidéliser, c'est la notoriété de l'établissement, de l'hôpital Sainte-Anne, GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, avec des possibilités d'évolution. Un établissement qui est récent, puisqu'il est né au 1er janvier 2019 de la fusion des 3 anciens établissements psychiatriques parisiens, donc avec l'innovation qui est au cœur de ce nouvel établissement, qui est suffisamment gros, c'est-à-dire 6000 agents pour avoir de la recherche, pour avoir un vrai cadre de la publication, aussi bien sur le paramédical que le médical, mais un établissement qui est aussi suffisamment à taille humaine pour pouvoir encadrer, accompagner et créer des synergies, des vrais collectifs de travail, puisque c'est aujourd'hui ça que on entend beaucoup. Et je reviens un petit peu sur ce que vous disiez, c'est voilà, le soutien aux initiatives, à l'innovation et comment nous, on accompagne les professionnels pour le faire. Donc on a effectivement attaqué un peu toutes ces thématiques en même temps, c'est-à-dire le stage, le recrutement, l'accueil du nouvel arrivant, comment on concilie vie professionnelle et vie personnelle, ressortir de l'hôpital, c'est-à-dire réintégrer les IFSI, réintégrer les salons, aller parler à Pôle emploi, tout ça c'est des choses qu'on avait perdues un peu et qu'on s'interdisait de faire. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir une communication qui est beaucoup plus qui va beaucoup plus vers le public. Mais ça veut dire aussi on ne peut pas décréter une politique attractivité fidélisation, c'est-à-dire parce que tous les DRH vont en faire évidemment, mais ça doit se travailler en connaissant les forces et les faiblesses de ces établissements pour pas créer une dissonance entre ce qu'on va vendre aux nouveaux recrutés et puis la réalité du terrain qu'il va trouver. Il ne faut pas nier les difficultés parce que ça, c'est un fusil à un coup, ça marche une fois. Mais si on veut entraîner l'ensemble de l'établissement, je crois que la clé, c'est quand même de constamment se réinterroger, puisque le modèle d'attractivité, fidélisation de l'hôpital, ça a été très longtemps devenir fonctionnaire et avoir une place en crèche. Aujourd'hui, quand vous allez voir les jeunes professionnels, quand vous les réinterrogez, c'est plus du tout ça qu'ils veulent. Donc il faut constamment se réinterroger avec des demandes qui sont aussi parfois paradoxales.
Parce que quand vous allez dans un IFSI, je leur demande finalement qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous attendez. En fait, 9 sur 10 me disent, mais moi je veux aller faire de l'intérim, je veux gagner des sous, mais en même temps, je veux un vrai collectif de travail. Alors je me dis, bon, c'est un peu compliqué. Être un peu sur une forme de non-salariat, de travailler pour soi, et puis en même temps, on vous dit, moi je veux du collectif de travail, de me sentir bien dans une équipe. Donc voilà, c'est se réinterroger parce que finalement, on n'a pas encore tout trouvé. Donc nous, ce qu'on a, après 2 ans de travail, il a fallu qu'on sorte quelque chose quand même. Et donc c'est cette politique d'attractivité et fidélisation en ayant vraiment interrogé les salariés de l'établissement, les jeunes professionnels, les stagiaires, et on leur a demandé, mais en fait, qu'est-ce qui va vous permettre de vous épanouir dans un hôpital? Pourquoi vous allez choisir un hôpital plutôt qu'un autre? Et autour des valeurs de notre établissement, qui sont justement l'innovation, la proximité et la bienveillance, en fait, ils nous ont dit, les infirmiers, les aides-soignants, les ASH, ils nous ont dit, il y a 4 choses qu'on veut en fait. Pourquoi on va se sentir bien dans un hôpital et pourquoi on va y rester? Ça veut dire que vous allez devoir nous accompagner, on va devoir progresser, d'accord? Donc ça veut dire investir vraiment dans un processus de formation, d'accueil et d'excellence. On va vouloir se dépasser, ça veut dire dépasser, c'est effectivement avoir du leadership, aller sur de l'excellence. On veut être reconnu dans nos missions, et la reconnaissance, elle est également financière. Ça, je pense que c'est un aspect important. Et on veut s'épanouir dans nos missions. Voilà les quatre choses qu'on attend. Et donc, le défi de l'établissement dans lequel je suis, c'est de développer une politique d'attractivité et de fidélisation autour de ces 4 axes principaux, et de derrière développer un certain nombre de mesures. Ça veut dire que derrière la volonté de progresser, on va développer l'accueil et le tutorat, la lutte contre les stigmatisations, la recherche paramédicale. On a une dizaine d'IPA qui travaillent sur des projets de recherche paramédicale. La notion d'hospitalité, vous avez vu Aurélien Troiseau tout à l'heure qui vous en a un peu parlé. De leadership, on a beaucoup travaillé sur les primes et sur la carrière, sur l'action sociale. On a développé un plan égalité femmes-hommes, du sport et du loisir, avec des salariés qui sont accompagnés et qui peuvent choisir de faire du sport avec une aide financière de l'établissement. Donc en fait, c'est déployer tous ces axes de travail en même temps, et de montrer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que oui, il y a certains soignants qui souffrent, mais il y a aussi certains soignants qui s'épanouissent, puisque autour de ces 4 axes de travail, vous avez à l'écran des vrais visages de vrais gens du GHU qui incarnent ces valeurs de dépassement, de reconnaissance, de progression et d'épanouissement. Et c'est ça qu'on veut proposer aux gens qui intègrent, qui sont dans notre établissement, qui viennent pour 6 mois ou qui viennent pour 20 ans. Parce que effectivement, aujourd'hui, les gens bougent beaucoup plus, mais il faut que tout de suite, ils sachent quel est l'ADN, quelle est la patte du GHU quand ils arrivent. Donc ça veut dire on décline tout ça, et surtout, c'est ce que je vous disais, on se réinterroge constamment, puisque quasiment toutes les semaines, on fait des panels, et on va à la rencontre des agents et on leur demande qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui vous énerve, qu'est-ce qui vous plaît dans l'hôpital dans lequel vous êtes aujourd'hui. C'est vraiment ce travail d'aller vers qui est hyper important, qui est décliné derrière, puisque effectivement, attirer et fidéliser, ça a un coût, mais on a eu quand même une possibilité qui a été ouverte par le Ségur de la santé, et notamment on a pu engager un cycle de négociation avec les organisations syndicales, et le deal étant, vous trouvez un accord avec les organisations syndicales, et on débloque des crédits, et vous allez pouvoir améliorer la qualité de vie, développer des choses autour de l'attractivité et fidélisation. C'est ce qu'a fait mon établissement autour d'un accord global avec une organisation syndicale, 2,7 millions d'euros, pour faire de l'engagement collectif, du compagnonnage, fournir des logements au personnel, et miser sur l'apprentissage notamment, qui était quelque chose d'important pour nous. Donc premier point qu'on a travaillé, c'est l'engagement collectif. L'engagement collectif, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement remettre du collectif de travail dans les services, c'est-à-dire que tous les personnels du GHU peuvent monter un projet d'équipe collectif autour d'un thème qui est plutôt projet d'établissement, mais projet d'établissement au sens large, puisque ça peut aller, on peut travailler sur du sport, on peut travailler sur du développement durable, certains agents ont créé une friperie, et
donc il crée pendant 1 an ce projet, et à la fin, il y a une reconnaissance financière, puisque tous ces projets donnent lieu, à la fin de l'année, à un versement de 500 € pour ces équipes qui ont porté des projets. Parce que ça, c'était aussi quelque chose auquel on était confrontés, nous, en tant que DRH, c'est voilà, à un moment, comment on peut reconnaître aussi financièrement l'investissement qu'on porte dans les services. Et voilà une manière de pouvoir y répondre avec vraiment quelque chose qui a bien marché, puisque on est sur la 2e année de ces projets d'engagement collectif, et sur la 2e saison, on a, voilà, c'est tout neuf, 233 projets qui ont été déposés sur la plateforme Ad-Hoc, contre 212 sur la première année. Donc vous voyez quand même que sur un hôpital qui n'est pas énorme, hein, 5000 agents, on a déjà 230 projets par an qui sont déposés. Donc avec chacun, je répète, on peut avoir dans un même projet une secrétaire, une infirmière, un médecin et un technicien qui vont vous porter un projet. Donc ça favorise une émulation, ça crée du collectif de travail, ça crée de la bonne pratique. Et derrière, on a le sentiment d'être reconnu par son établissement. 1500 personnes ont participé à ces projets la première année. On est sur le même volume la seconde année. C'est un dispositif qui n'existe pour l'instant qu'au GHU Paris, dont on est assez fiers. Je vais vous montrer une petite vidéo sur un projet qui a été fait, avec vraiment le sentiment de pouvoir créer quelque chose, d'avoir innové, et de derrière faire en sorte que le personnel se sente bien pour bien soigner. Parce que moi, mon objectif en tant que DRH, c'est vraiment ça. C'est pas je pense qu'il faut chasser maintenant cette image de dire que moi, je suis en train d'essayer de compter combien de temps une infirmière met à faire un soin. C'est plus vrai, ça, aujourd'hui. Il faut arrêter avec ça. Moi, mon objectif, c'est que les gens se sentent bien pour que les patients soient bien pris en charge et d'avoir des salariés heureux. Et vraiment, mon temps de travail, c'est faire ça. Si on transmet un peu cette idée aux jeunes professionnels, aux gens qui travaillent à l'hôpital, je pense qu'on aura gagné le pari. Effectivement, tout n'est pas encore parfait à l'hôpital public, mais on y travaille. Donc vraiment, ces projets d'engagement collectif qui en plus sont construits, le dispositif est porté avec les organisations syndicales. Donc je pense que là aussi, c'est quelque chose de positif, parce que le dialogue social doit nous aider vraiment à refonder l'hôpital public, et on s'y emploie vraiment. Et puis le deuxième dispositif un peu innovant dont je voulais parler, c'est le compagnonnage. Donc le compagnonnage, c'est aussi un dispositif made in GHU, puisque on a à peu près 200 cadres dans le GHU Paris, et de l'autre côté, 200 nouveaux arrivants chaque année. Donc on s'est dit, tiens, s'il y a une correspondance entre les chiffres, on va peut-être pouvoir monter quelque chose. On sait que le moment d'arriver dans un hôpital est compliqué, parce qu'il y a tout à apprendre, il y a à s'intégrer à un environnement de travail, et comment on n'a jamais deux possibilités de faire une première bonne impression. Et donc, il est essentiel pour moi en tant que DRH, ce moment d'arrivée dans l'établissement. Donc, ce qu'on a monté, c'est que chaque cadre de l'établissement va compagnonner, c'est-à-dire accompagner pendant 1 an un salarié, avec des objectifs qu'on a définis au niveau institutionnel, hein, sur j'arrive dans un établissement, qui sont les relais, quel est le projet de l'établissement. Voilà, on parlait de la pérédance, nous, on a quelque chose autour de la pérédance, c'est-à-dire que tous les salariés de l'établissement qui arrivent, ils sont informés de cette politique de pérédance, des différents avantages de l'établissement, c'est-à-dire comment je peux à un moment avoir une place en crèche, comment je peux faire du sport, comment je peux déposer un projet d'engagement collectif, qui je vais voir à la DRH quand j'ai un problème. Donc c'est vraiment connaître et intégrer l'établissement dans lequel je suis, mais aussi il y a l'aspect, est-ce que je suis bien formé au logiciel métier, est-ce que j'ai été bien accueilli. Donc ça, c'est vraiment pendant 1 an. Et là où pour nous c'est important, c'est que derrière on vient financer, on vient rémunérer cet accompagnement, puisque les compagnons sont rémunérés à hauteur de 350 € mensuels pour un cadre supérieur, 250 € pour un cadre de santé, et 150 € pour un infirmier qui irait accompagner un aide-soignant. Et là aussi, ce dispositif, voilà, c'est vraiment une reconnaissance financière qui est importante, qui nous est demandée par les personnels, mais ça permet aussi de bien intégrer et d'être bien dans un environnement de travail. C'est vraiment le travail qu'on mène, mais qui se réinvente et qui ne passera que par de l'innovation, puisque, encore une fois, voilà, je pense que nos recettes pour attirer et fidéliser le personnel ne marchaient plus. Et c'est pour ça qu'on a souhaité vraiment
les réinterroger, pour repenser un peu et donner une image positive. Voilà, parce qu'on y est tous les jours et on a vraiment envie de montrer qu'il y a des belles choses à l'hôpital et on peut s'y plaire. Voilà, c'est très important pour nous. Et puis donc je voulais terminer en vous montrant une petite vidéo de ce qu'est un projet d'engagement collectif. Et je pense qu'on est sur un projet de développement durable qui a été porté par des agents de services hospitaliers sur Neuro-Sainte-Anne de mémoire. Alors, ce projet, c'est un projet qui est centré sur le tri sélectif et le développement durable. Et on a pensé que les agents hospitaliers avaient vraiment un rôle primordial à jouer dans cette démarche, à savoir une vigilance par rapport à la bonne sélection des poubelles et également un rôle un peu de communication et d'éducation avec nous, avec l'aide des cadres, auprès de l'ensemble des équipes soignantes, éducatives, toutes les personnes qui composent ces équipes et qui travaillent à nos côtés. On travaille ensemble avec l'équipe. On regarde bien tous les papiers, tous les poubelles, tous les ordures qu'il y a, rangés dans chaque poubelle comme ça. C'est un peu maniaque. Mais quand je travaille dans le travail, c'est comme si je restais à ma maison, pareil. Je le fais pour nous aussi, pour l'hôpital, propreté, l'hygiène. Ici, il y a l'hygiène. S'il n'y a pas d'hygiène, c'est pas... On s'est réunis entre nous au niveau des 3 cadres pour mobiliser de notre côté chacune des ASH et on s'est dit qu'en les faisant travailler ensemble, c'était aussi une opportunité de créer une émulation et de renforcer quelque part leur identité professionnelle aussi et de les valoriser à partir d'un travail qu'elles faisaient qui était déjà de qualité. La reconnaissance, c'est vraiment un outil indispensable pour elles et puis pour nous parce que quand les gens travaillent bien, c'est au service de tout le monde et au service du patient avant tout. C'est là où il y a quand même des différences. Nous, ça nous arrange de travailler comme ça, en équipe. Ce que nous, on ne sait pas, on peut apprendre. Ce qu'ils ne savent pas, ils peuvent nous ramener. Donc, ça nous fait du bien de mettre tous la main à la pâte et de partager aussi les idées, comme par exemple aujourd'hui. On sait qu'on ne révolutionne pas notre façon de faire. On est plutôt sur des questionnements du quotidien en plus. Et je me dis, ça, c'est aussi ça notre travail. Et on n'est pas forcément obligé de trouver de grandes idées. Et voilà. Et il suffit d'un petit truc pour que ça fonctionne et, voilà, et que ce soit positif et que tout le monde nous suive. Donc ça, c'est chouette. On nous voit un petit peu comme les femmes de ménage. On n'est pas des femmes de ménage, on ne fait pas que ça. On a plusieurs fonctions. On fait attention à l'environnement, on s'occupe de l'alimentation. Et là, le fait qu'on fasse le tri, ça nous donne des responsabilités en plus et ça met en valeur aussi notre travail. Donc voilà, pour un projet d'engagement collectif, il y en a 240 comme ça. Donc voilà une innovation parmi d'autres qu'on a portée, mais vraiment une innovation qui est portée par les personnels de terrain. Merci à vous. Merci beaucoup. Effectivement, on lit beaucoup le départ des infirmières des services. On imagine moins le défi que ça représente au quotidien pour un DRH et toutes les équipes RH d'un hôpital. Donc, l'intervention était très éclairante à cet égard. Je vous propose de passer à un petit temps de questions. Donc, n'hésitez pas. Colline va passer dans la salle. Est-ce que... Merci beaucoup de me repasser la parole. Moi, je voulais remercier Madame Gâteau. Alors, je reste sur mon point de vue patient, puisque je ne suis pas soignant. Vous avez parlé de la souffrance des soignants. Moi, je voulais dire juste que c'était une remarque qui était un petit peu extra votre intervention. Ce n'est que à partir du moment, et ça m'a pris des années
où j'ai compris que les soignants en face de moi souffraient également, souffraient peut-être de manque de temps à me consacrer, à moi et aux autres patients quand j'étais à l'hôpital, que j'ai commencé à accepter le soin et les soins qui m'étaient délivrés. Mais ce n'est que à partir de ce moment-là. Donc, vous voyez, on est dans un paradoxe absolu. C'est que quand j'ai compris que les infirmiers n'avaient très peu de temps à me consacrer, très peu de temps à être consacré à la parole que j'avais, la panique que je pouvais ressentir, etc., toutes mes difficultés personnelles au moment des hospitalisations, que je n'aurais plus voulu. J'ai plus voulu à l'hôpital psychiatrique d'être ce qu'il est, avec ses insuffisances et ses grandeurs. Donc merci. Merci pour votre intervention et les bonnes références bibliographiques que vous avez données dans votre exposé. Merci beaucoup de votre remarque. Je trouve que ça va beaucoup dans le sens. Alors là, j'en ai pas parlé cette fois-ci, mais derrière cette idée, il y a aussi l'idée qu'on va déployer petit à petit d'une polyphonie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul récit, il y a des récits. Alors ça va à la fois dans le sens de ce que vous disiez. Bien sûr, il y a des soignants, il y a aussi des patients, il n'y a pas un seul parcours. Et là, on commence à Vannes avec l'équipe de la Maison des usagers. On va commencer à la rentrée un atelier d'écriture qui est destiné aux patients et notamment aux personnes qui vivent une maladie chronique, puisque en fait, un des enjeux, c'est aussi de penser ces différentes facettes, c'est-à-dire que on partage tous un même monde en réalité, et le monde du soin est un monde extrêmement complexe, mais dans lequel on n'est jamais que patient ou que soignant. Et l'idée, c'était aussi de déployer cette polyphonie, c'était effectivement de partir de la voix des patients, parce que pendant la pandémie, il y a eu un besoin qui était quand même extrêmement fort. C'est-à-dire que c'est la première fois que les soignants ont pris la parole et qu'ils ont parlé de leur souffrance. Hein. C'est quelque chose qui est quand même resté très longtemps tabou. Je crois que c'est Eric Gallam qui parle d'une épidémie à bas bruit. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les soignants ne l'ont même pas dit. Hein. Et ne même pas dire, c'est ne même pas accéder au rapport de symbolisation. C'est-à-dire ne même pas aller jusqu'à ces rapports-là. Donc c'était important. Mais l'idée, c'est aussi voilà d'accueillir là les récits des patients. Qu'est-ce que c'est qu'être voilà quelqu'un qui va à l'hôpital régulièrement, qui traverse aussi ce quotidien, et quel monde on partage en fait et quel récit on met en commun. Et puis j'ai aussi en tête, mais chaque pas un pas après l'autre, j'ai aussi en tête qu'il faudrait faire un atelier avec tous les administratifs aussi de l'hôpital qui sont la troisième voilà le troisième point de ce triangle et qui sont en fait voilà eux aussi on a, alors effectivement, j'ai parlé de la souffrance qui, à mon avis, reste très forte. Hein. Alors, bien sûr, il y a des soignants qui vont bien, heureusement, mais les dispositifs qu'on propose s'adressent plutôt à ceux qui vont pas bien, donc qui peuvent, voilà, éventuellement y trouver des possibilités de ressourcement. Mais il y a aussi, évidemment, heureusement, des choses qui vont bien à l'hôpital, et on a aussi de moins en moins, et ça a été très bien montré par les travaux en sociologie, on a de moins en moins de directeurs d'hôpitaux qui sont prêts, ou de DRH, etc., qui sont prêts à être des gestionnaires de la pénurie. C'est-à-dire qu'il y a aussi un nouvel engagement. Il y a eu cette bascule du tournant gestionnaire à l'hôpital, mais il y a aussi une volonté nouvelle de beaucoup de directions et d'administratifs qui est de faire autre chose de l'hôpital. Et ça, du coup, ça lance une dynamique qui, à mon sens, peut vraiment contribuer à cette polyphonie et à ce partage de récits depuis des perspectives différentes, mais finalement d'un même monde. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce monde-là, ce quotidien-là, eh bien, il sorte le plus possible de cette barrière de je suis d'un côté de la blouse ou de l'autre côté de la blouse, et qu'est-ce qu'on a à partager, quoi, de tout ça. Oui. Eh ben, merci beaucoup à vous trois pour ces interventions très très riches. Alors moi je m'appelle Mounia Houssine, je suis enseignant-chercheur au Conservatoire des Arts et Métiers et je travaille également sur l'impact des facteurs organisationnels du travail sur la santé mentale des soignants à l'hôpital. Donc nous avons conduit une étude qui portait sur 750 soignants, infirmiers, aides-soignants de la PHP. Une étude qui a duré à peu près une année en 2019, donc elle n'est pas impactée du tout par le Covid, où on fait un suivi. D'accord? Donc on avait commencé dans le passé par une seule date, et ensuite on voulait vraiment voir est-ce qu'il y a une évolution dans le temps. Et on avait aussi, dans cette étude, fait donc une partie quantitative où on demandait aux gens quelle est leur perception au niveau de stress, au niveau de fatigue, mais aussi par rapport aux facteurs organisationnels, la charge de travail, les pauses, la reconnaissance, le sentiment d'insécurité, etc., le classique.
Et puis, on rajoutait aussi une étude avec des ergonomes qui organisaient des entretiens un peu semi-directifs en groupe et pour avoir aussi la perception. Mais évidemment, on n'a pas été jusqu'à cette approche, je dirais une troisième dimension, quand même plus philosophique, et puis éventuellement avec les compétences psychosociales de chacun, en fait. C'est comme ça que vous les avez appelés, hein. Donc voilà, on n'a pas tous la même capacité, la même gestion du risque et du stress. Et en fait, ce que je réalise, c'est que là, on est sur des dimensions complètement différentes, des approches différentes, hein, parce que moi, je suis biostatisticienne et les porteurs du projet sont épidémiologistes et les doctorants qui ont travaillé là-dessus ont ce profil-là. Et ce qu'on regardait, c'est qu'au travail, dans le milieu soignant, il y a presque une centaine de facteurs organisationnels qui impactent au quotidien leur travail. Et nous, ce qu'on faisait de manière un peu plus, comment dire, quantitativiste, c'est hiérarchiser ces facteurs selon leur impact sur les stresseurs. C'est-à-dire, il y en a certains qui vont impacter un petit chouïa, il y en a d'autres où si vous les enlevez, par exemple le déséquilibre vie privée, vie pro, vous gagnez énormément en qualité de vie, mais aussi au niveau de santé mentale. Et donc, il y en a deux, si mes souvenirs sont bons. Donc, l'article a été publié l'année dernière dans le BMJ Open sur justement cette étude à la PHP. C'était le manque de reconnaissance. Donc, vous avez parlé, Antoine, de quelques outils que vous avez mis en place pour augmenter justement la reconnaissance au travail. Mais un deuxième, je me demande si c'était pas le numéro 1 dans le classement, c'était le manque de soutien des collègues et de la hiérarchie. Et là, alors du coup, moi je suis pas du tout je dirais pas du tout une femme de terrain hein, par rapport à la plupart des gens qui sont là. Donc, je suis juste une chercheuse qui n'imagine même pas faire de la recherche sans lien avec les gens de terrain. Et donc aujourd'hui, il y a un article qui est publié, tant mieux pour la recherche, mais demain, j'aimerais bien qu'on le décline, justement, qu'on le discute avec les gens de terrain, avec les syndicats, avec les DRH, avec les usagers, comme disait Anna tout à l'heure, pour qu'on puisse réfléchir ensemble à des outils à mettre en place. Parce que concrètement, vous avez montré plein de solutions et à gauche, on peut montrer qu'il y a plein de problèmes et qu'on ne peut pas dire aux soignants, peut-être leur dire qu'il n'y a que certains soignants qui souffrent, pas tous. La plupart vont vous dire, moi je dirais plutôt qu'à l'hôpital, ils soignent des patients, mais ils soignent aussi les pratiques organisationnelles. Donc ça, ils vont dire, ok, bon bah très bien, si vous faites des efforts et que vous nous listez vos actions concrètement, c'est déjà très bien, je suis encore plus motivée. Mais si en plus vous pouvez leur montrer les fruits, c'est-à-dire j'ai mis telle action, j'avais tel pourcentage, il est passé entre cette année de ça à ça, c'est encore beaucoup plus parlant et convaincant pour eux. Mais après, j'imagine que si vous mettez en place 200 actions, c'est ça ce que vous disiez, vous avez une boîte à outils qui contient 200 outils, c'est très compliqué d'évaluer le bénéfice ou l'apport de chaque action. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, d'abord je salue justement tout ce que vous faites et moi j'apprends énormément sur la complémentarité entre ce que vous faites et les approches un peu populationnelles qu'on fait et de la nécessité de croiser un peu les regards et les approches pour tenter de trouver ensemble. Il y a d'autres facteurs qui me viennent à l'esprit. Par exemple, les soignants, ils vous disent ouais non mais c'est pas du tout ça qu'il me faut. Moi c'est comment je gère le nombre de pauses et la durée des pauses. C'est ça qui est compliqué. Moi soit je mange, soit je déborde pour venir. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment des trucs vraiment très concrets, voilà. Donc c'est encore une fois, c'est pas les solutions que vous apportez qu'on va discuter maintenant. C'est vraiment voilà pour vous dire qu'il y a d'autres approches qu'on appellerait plutôt épidémiologiques qui sont faites sur le terrain qui seraient très intéressantes et qu'on a conjuguées avec des approches ergonomiques. Et sinon, j'avais une autre question pour c'est pas une question en fait la première. J'avais une question pour Nicolas. Nicolas, comment vous faites vos études sur le terrain concrètement? C'est-à-dire vos chirurgiens sont volontaires? J'imagine que oui. Oui. D'accord. Comment vous corrigez ce biais de volontariat à la fin?
Parce que concrètement, si demain je veux faire une enquête sur le burn-out, je vais pas la baser sur sur le volontariat. D'accord? Sinon, il y a tous les burn-outés qui vont venir en courant, les gens qui vont bien au travail, ils vont pas participer. Du coup, ils vont biaiser votre enquête et Ouais. vous allez avoir le pire hôpital. Ah, Enfin, vous voyez ce que je vais dire, hein. ouais, je veux bien. Pour la chirurgie, c'est pareil. Enfin, pour votre étude, j'imagine. Et dans le même esprit, vous dites qu'on fait un peu, comment vous avez appelé ça? Un truc personnalisé? Qu'est-ce que c'est au début? Ouais, les recommandations, mais déjà, je peux vous Une répondre. recommandation. Déjà, je peux vous répondre sur la première Oui, partie. En fait, c'est pas une enquête qu'on fait. Nous, c'est une expérimentation. non, c'est un programme de développement des compétences. Donc, on est là pour aller accompagner et aider les chirurgiens qui le souhaitent. Donc, les chirurgiens qui ne souhaitent pas, en fait, on ne peut pas les forcer, en fait. Hein, et Oui, c'est pas donc ça du je tout le ce que comprends. j'aurais envie de faire. Voilà. Donc ça, c'est déjà la première chose. Oui. Et puis, quand on est allé présenter le programme, en fait, on s'est intercalé lors d'un staff recherche, hein, ils appellent ça. Donc, tous les chirurgiens étaient là, on leur a présenté ce qu'on a fait. Et en fait, la plupart étaient très partants, hein, au-delà de problématiques organisationnelles dues à leur temps, qui est un peu difficile, hein, leur emploi du temps qui est difficile à organiser. Sinon, ils étaient plutôt partants pour faire ce programme. Et votre question sur la personnalisation? Oui, non, mais je reste sur la première qui est importante parce que ça me fait rappeler dans le projet dont je vous parlais, on regardait l'impact sur l'organisation du travail, sur la santé mentale, le stress et la fatigue, mais indirectement sur sur les accidents liés aux soins. Et donc le personnel soignant, je dirais qu'il donnait pas toujours la bonne réponse. Et on se disait que ça serait très intéressant de croiser ce qu'on trouve, nous, dans notre enquête et ce que donne la médecine du travail. Parce que quelqu'un qui va vous dire, oui, j'ai eu 5 accidents de manière extrêmement honnête, et ne pas cacher 3, les mettre sous le tapis, parce qu'il y a une stigmatisation, en fait, qui va venir après par rapport au renouvellement de son contrat, à son maintien en emploi. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Il y a des choses qui vont faire que des gens, ils vont pas vous dire, le chirurgien, il va vous dire, ouais, moi je gère pas bien mon stress. Ah bah bravo, monsieur le chirurgien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça, de toute façon, tous les sujets qui sont liés à la santé mentale, c'est éminemment subjectif. Ouais. Donc, en fait, nous, on peut essayer de l'objectiver avec des capteurs. Après, la réponse, elle se Oui, situe souvent un peu entre les deux, hein. Mais l'idée, c'est au moins d'apporter d'autres points de vue, et avec des outils de mesure différents, pour aider les individus peut-être à avoir un regard différent sur eux-mêmes ou même sur leur collectif. ouais. En tout cas, merci. Je trouvais ça, en tout cas, excellent, hein, les outils de ce genre. Merci. Je me retrouve dans la première partie de votre intervention sur le fait que nous, DRH, pendant très longtemps, on a manqué un peu d'outils d'évaluation de nos process. Donc c'est pour ça que là, on vient vraiment de mettre en routine en place un baromètre, ce qu'on appelle un baromètre, où il y a 7 questions qui sont assez simples, hein. C'est comment vous vous sentez dans votre travail? Est-ce que vous êtes soutenu? Est-ce que vous êtes reconnu? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir progressé en équipe? Ça, c'est un outil anonyme. On répond sur son téléphone et derrière nous, on peut avoir une cartographie du risque un peu. Puisque ce qui est compliqué aussi pour nous dans ces questions-là, c'est que tout d'un coup, on voit une situation qui explose dans un service. On avait si vous voulez, on avait des petits éléments qui arrivaient, un incident dans une prise en charge, l'absentéisme qui augmente un peu, mais finalement, on n'a pas de données très fiables et ces données, elles explosent, l'équipe part en vrille, on a 5 départs infirmiers d'un coup et on n'a pas vu le truc arriver. Donc l'idée, c'est d'avoir des données un peu complètes en routine de comment va chaque service et que le cadre, qui est le premier interlocuteur de ces personnels, puisse vraiment avoir notion de ce baromètre et prendre derrière des mesures assez simples, parce qu'en attractive fidélisation et pour améliorer les conditions de travail, il y a des choses très faciles qu'on peut mettre en place.
Dans les verbatims de ce baromètre, il y a, voilà, il y a plus de réunions soignants-soignés. Il n'y a plus de réunions à un moment pour des problématiques d'agenda, les interéquipes se font plus. Donc il y a des choses assez simples qui peuvent être remises en place très rapidement. Et puis la deuxième chose, mais très rapidement, sur le lien entre la recherche et le terrain, il y a vraiment un point qu'on n'arrive pas encore à trouver. Enfin, moi, j'ai pas trouvé le bon vecteur pour approcher. C'est vraiment les gens nous disent qu'ils vont se sentir bien ou arriver dans un hôpital s'il y a une bonne ambiance d'équipe. Et moi, une ambiance d'équipe, ça fait 15 ans que je travaille à l'hôpital, j'ai toujours pas compris ce que c'était. Et qu'est-ce qui était contributif ou qui permettait pas d'avoir une bonne ambiance d'équipe. Donc là, on aura besoin de la recherche parce que moi, j'y arrive pas. Très rapidement, du coup, peut-être pour réagir, dire que moi j'ai trouvé vraiment vos 3 interventions hyper complémentaires, hein, finalement, que la santé mentale est peut-être pas que de la santé mentale, mais va au-delà, aussi sur finalement trouver un équilibre de vie à l'hôpital, etc., aller sur de l'attractivité, et puis à un moment avoir des moyens pour prévenir, accompagner, développer les défenses naturelles, et puis éventuellement prendre en charge quand la souffrance est avérée. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Moi je suis un peu partiale concernant Omine puisque je travaille avec Nicolas, donc j'irai moins sur ce sujet-là, mais je suis également membre du think tank l'Institut Sapiens, membre du groupe qui s'appelle Santé et Innovation. Et moi, ce qui me marque en fait dans vos interventions à tous les trois, c'est que finalement, on a des problématiques qui sont majeures. Enfin, quand on parle d'un soignant sur 2 qui a quand même des éléments de détresse psychologique, c'est assez marquant, hein, quand c'est les gens qui nous opèrent ou qui nous soignent ou qui prennent en charge. Et puis, en même temps, on a des solutions qui marchent. Tout ce que vous donnez, en fait, finalement, il y a des choses qui marchent dans les entreprises, hein, sur l'attractivité, c'est exactement ce qu'on voit d'autres DRH faire dans le monde du privé. Vous le faites très bien, ceci dit, je tiens à vous le dire. Mais voilà, toute la partie participative, elle fonctionne bien. Toute la partie aussi approche narrative, quelque chose qui est beaucoup développé dans le monde de l'entreprise. Et c'est pareil, là, c'est vraiment très qualitatif. Moi, ce qui m'interroge, c'est comment est-ce qu'on trouve aussi des financements à la mesure, en fait, de l'enjeu pour passer à l'échelle, aller au-delà de l'expérimentation. Même si on fait déjà des choses bien, est-ce qu'on devrait, enfin, vu l'enjeu, je sais que dans les entreprises privées, on va aller beaucoup plus loin dans le financement de ces sujets-là, quoi. Même si ça, c'est déjà pas suffisant dans la partie privée. Donc, je sais pas si l'un d'entre vous trois a peut-être cette idée-là de comment sensibiliser et aller peut-être au-delà de l'expérimentation, en fait. En tout cas, donc pour ce qui concerne l'hôpital public, je pense qu'on a des moyens financiers aujourd'hui pour poser ces questions-là. On peut travailler effectivement, je vous ai parlé du Ségur de la santé, c'est 2,7 millions sur la table pour un établissement. Pour mon établissement, c'est 2,7 millions par an, tous les ans pendant 3 ans. Donc là, voilà, un formidable levier pour créer des outils innovants et pouvoir attirer, pouvoir fidéliser. On a des partenaires d'action sociale pour les personnes non médicaux. On a le CGOS, par exemple, qui peut intervenir. On monte plein de projets, que ce soit avec le FIPHFP pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap. On travaille avec l'ANAP sur l'appui à la performance. On peut travailler vraiment sur un ensemble de choses. Donc, on n'est pas freiné aujourd'hui par les financements. Ça coûte un peu d'argent de faire de l'attractivité, fidélisation. Mais en tant que DRH, on a les moyens. Et puis, parce que derrière, il y a un enjeu financier. Hein. Moi, je me satisfais pas d'avoir un absentéisme qui est équivalent à celui du BTP. C'est-à-dire il y a 2 secteurs où les gens sont le plus absents, c'est nous et le BTP. Donc il y a un enjeu aussi financier. Voilà, donc on met sur la table nos cartes, mais derrière, voilà, j'espère qu'on pourra réduire le recours à l'intérim, qu'on pourra réduire les accidents du travail qui ont un coût faramineux, qu'on pourra réduire l'absentéisme. Ça, c'est aussi moi en tant que DRH, vraiment une attente que j'ai d'avoir des résultats très rapides, parce qu'il ne faut pas nier les problèmes. On a ces sujets-là à traiter rapidement. Mais on a plein de moyens, on s'est interdit souvent de faire des choses. Mais voilà, on est en face d'un problème et puis il faut qu'on phosphore pour trouver des solutions. Mais dans chaque hôpital, on peut trouver ou d'ailleurs dans des maisons de retraite, dans des foyers pour handicapés, tous les DRH essayent aujourd'hui. Alors je ne sais pas si c'est une question de nouvelle génération ou pas, mais en tout cas, on essaye de trouver des solutions.
Je ne vais pas du tout répondre évidemment sur l'enjeu économique. Je voulais juste rebondir sur un des points qu'on n'a pas abordé. Et, on évoque tous là les solutions. Je crois qu'il y a un des points qui est crucial, c'est la question d'abord du déni. C'est-à-dire qu'on sait que basculer dans la souffrance professionnelle, c'est souvent accompagné d'une forme de déni. Donc vous disiez, bon, bah nous, on sent qu'il y a quelque chose. Et puis le temps que on y aille, eh ben, c'est trop tard en quelque sorte. Donc c'est particulièrement difficile aussi parce qu'il y a un fort déni et ça c'est lié hein, à la question de la stigmatisation et ça va ensemble. C'est-à-dire que plus les difficultés sont stigmatisées, plus c'est difficile évidemment de s'en rendre compte soi-même. D'ailleurs, c'est très intéressant, il y a plein de données sur le burn-out. Les Canadiens sont très forts pour ça, ils font des espèces de petits guides comme ça, très très parlants. Ils disent en général, c'est pas vous qui vous en rendez compte, c'est les gens autour de vous qui commencent à vous dire, dis donc, t'es un peu tendu en ce moment, ça va, t'es sûr que ça va? C'est-à-dire qu'en fait, le déni probablement personnel, ça fait partie du trouble. Mais en revanche, c'est vrai que c'est ceux qui sont autour qui peuvent dire, tiens, il y a quelque chose là, c'est ce que vous disiez, hein, il y a quelque chose qu'on sent, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors ça va avec l'ambiance. Hein. L'ambiance, c'est notre rapport quand même thymique à l'espace, à ce qui se passe. Donc on a quand même, vous parliez de capteurs tout à l'heure, on a des capteurs physiologiques assez clairs. Alors peut-être que théoriquement ou en termes de management, c'est difficile à qualifier, je suis assez d'accord. N'empêche qu'on a physiologiquement des informations voilà, qui nous permettent aussi de ressentir que quelque chose ne va pas. Alors comment on transforme ça en des données utilisables? Ça c'est une autre question, mais bon, et dans ces facteurs-là, il y a une question qu'on a sans doute mise un peu soigneusement sous le tapis, c'est la question de la conflictualité au travail. Et la conflictualité au travail, c'est un des grands facteurs de souffrance, non pas quand elle est dite, mais quand elle n'est pas possible. Et on sait qu'un des grands facteurs de souffrance au travail, c'est l'impossibilité de la conflictualité au travail. Or, la vie morale, quotidienne, etc., elle est faite de conflictualité et c'est normal qu'il y en ait. Et elle porte principalement sur qu'est-ce que c'est que la qualité du travail. Et là, il y a des conflits souvent entre ce que c'est que la qualité du travail soignant pour une personne qui est accueillie à l'hôpital, qui est le patient, qu'est-ce que c'est que pour un soignant, qu'est-ce que c'est pour monsieur et madame tout le monde qui votons. C'est-à-dire qu'on n'est pas exclu de ça. Quand on est citoyen, on a aussi un avis sur qu'est-ce qu'on attend de notre système de santé et qu'est-ce qu'on fait en fait de cette question plus générale de comment on discute réellement des critères de qualité du travail tous ensemble malgré la conflictualité que ça suppose. Et ça, c'est une vraie question qui n'est pas seulement appliquée localement à l'hôpital. Bien sûr, elle se pose localement, mais elle se pose aussi de manière, je dirais, plus générale. Qu'est-ce qu'on fait collectivement à un niveau plus politique ou démocratique pour discuter de ce que c'est que la qualité du soin et qu'est-ce qu'on veut comme qualité du soin. Et ça, c'est probablement une des grandes questions qui améliorera ou pas l'attractivité des métiers soignants. Dernière question, éventuellement, avant qu'on laisse le mot de la fin. Et bien sinon, on sera là. Un gros merci.